L'instant Lovecraft, 85. Peut-être le début d'une nouvelle série après avoir fait beaucoup d'enregistrements longs, mais c'était important pour moi et on continuera de revenir un peu à la multiplicité, le déploiement de cet univers. Non pas pour aller rendre un hommage à un homme tellement complexe avec des côtés qu'on ne peut pas assumer, mais pour travailler sur ce qui nous importe. L'invention, le fantastique, ce qui nous attire à la littérature comme un gros nœud noir qu'on s'extirpe du corps et dans lequel la tête s'engouffre à nouveau, là, comme dans un sac. Mais ce qu'on voit, ce qu'on apprend à voir, nous révèle l'immédiat, le présent, le visible, l'ordinaire. Et notre spécificité en France, c'est que dès 1947, les premières traductions de August Derleth, un petit peu comme la réception de Poe en France, faite par Baudelaire de façon intellectuelle, beaucoup plus vive, rapide et dense que dans son propre pays. Pour Lovecraft, la réception par les surréalistes. Cocteau n'est pas surréaliste, mais en tout cas, très vite, ils sont au contact de cette chose inconnue qui vient là. J'avais parlé de comment Julien Gracq, parce que Lovecraft comptait pour Breton, alors qu'en 1971, il se rend à Madison, au Wisconsin, la première fois qu'il quitte l'Europe, eh bien, il rend visite à August Derleth, parler de Lovecraft. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu bien se dire? Et dans cette réception, dans les années 1970, alors évidemment, il y a toutes ces années des traductions de Jacques Papy, exceptionnelles, mais sur des textes atrophiés, mutilés, pas au point, enfin en tout cas pas du tout les textes sur lesquels nous on travaille maintenant. Il y a cette édition en 3 tomes dirigée par Jacques Lacassin où on reprend les traductions de Jacques Papy, on retraduit en plus les passages qui avaient été abandonnés, etc., etc. Donc, et puis on reclasse avec des titres qui veulent rien dire, démons et merveilles, enfin bon, tout ce chantier que les USA ont réouvert avec S.T. Yoshi. Mais ce S.T. Yoshi, l'auteur de, vous savez, cette biographie de référence, I Am Providence, que nous on connaît bien, achetez-la en Kindle, c'est 5 € en version originale, mais au moins il y a la recherche par occurrence, c'est un outil fabuleux. Eh bien le premier coup sur l'enclume que donne Yoshi pour réveiller les USA à propos de Lovecraft, sortir de l'ère August Derleth, basé toujours sur ces personnages récurrents, puis évidemment noyé aussi dans le début de la science-fiction, alors que Lovecraft c'est avant, c'est en amont de la science-fiction. Eh bien, il y a ce livre d'un Maurice Lévy, dans cette collection 10-18, et pour ceux de ma génération, qu'est-ce que ça représentait 10-18 comme laboratoire intellectuel, mental, etc. Maurice Lévy publie dans 10-18 ce qui va être le premier essai sur H.P. Lovecraft. Pas aux USA, parce qu'il y a eu des hommages comme à son ami Frank Belknap Long et d'autres. On s'approprie à Lovecraft la biographie de Sprague Ducamp, qui évidemment aujourd'hui est dépassée, mais c'est des choses qui font date. Mais en tout cas, rien qui pose Lovecraft dans sa dimension littéraire, dans sa dimension fantastique, en tant qu'héritage littéraire du fantastique. Et ce livre de Maurice Lévy est écrit dans une langue fabuleuse. Enfin, vous allez voir, je vais en lire 3 pages, puis ce sera ça, notre instant Lovecraft d'aujourd'hui. Hommage à Maurice Lévy. Mais pour aborder la dimension et établir la dimension littéraire de H.P. Lovecraft. Et je vous rappelle que des gens comme Borges et tout ça ne s'y sont pas trompés non plus. Eh bien, il y a ce chapitre central où justement il va dire Lovecraft n'est pas de la science-fiction. La science-fiction, il regarde avant, Lovecraft, il regarde vers l'arrière, savoir comment ce qu'il y a en amont, eh bien, est soumis à des forces plus rudes, plus terribles, plus sacrificielles. Mais dans ces forces-là, il y avait une nature humaine confrontée à la peur, à l'effroi, mais qui pouvait mystiquement ou mentalement aller plus loin que dans ce qui se passe dans l'effritement de ce qui lui semblait être ce monde, en tout cas son monde contemporain, celui de la Grande Dépression. Eh bien, tout ça pour dire que ce livre qui paraît en 1972, il rassemble dans une collection
littéraire d'exploration, il rassemble un petit peu ces différentes traductions, ces différentes dimensions, et l'établit intellectuellement. Il nous donne un outil pour penser Lovecraft, non pas comme accumulation diverse de récits, mais comme ce qui sous-tend, ce qui fait socle, ce qui est les quelques racines communes à l'ensemble de ces récits. Et que croyez-vous qu'il advint ? Eh bien, ce livre va être traduit aux USA par Yoshi. Yoshi qui n'est pas plus à l'aise en français que moi, je le suis en anglais. Mais par contre, il est à l'aise dans les concepts importants pour l'œuvre de Lovecraft. Eh bien, Yoshi s'attelle à cette traduction. Et ce livre va être le virage de la reconnaissance du nouveau chantier critique de ce qu'est pour nous Lovecraft aujourd'hui. Maurice Lévy, 1972, chapitre 2, Demeures et paysages. À de rares exceptions près, l'univers Lovecraftien est circonscrit à une région bien déterminée des États-Unis. C'est un espace clos, coupé du reste du pays et du monde. Un lieu différent, une province autre, un coin privilégié du cosmos où les forces extérieures et les puissances de l'au-delà du monde peuvent, en vertu de quelques mystérieux privilèges, se manifester librement. Cette terre d'élection, c'est bien sûr la Nouvelle-Angleterre, la terre des origines, du tout premier commencement, la terre promise des temps mythiques, celle où la nation américaine est née, a poussé ses racines charnelles. Nul autre endroit ne pouvait mieux se prêter aux États-Unis à l'irruption de l'insolite. La nature même du fantastique veut qu'il se manifeste avec le plus d'efficacité là où se creuse sous la surface du quotidien une profondeur historique. La Nouvelle-Angleterre, c'est aussi pour Lovecraft le sol natal, le seul point du globe auquel il puisse totalement adhérer et s'identifier. Ce sentiment obscur d'appartenance, d'enracinement, est pour lui la condition primordiale de toute plénitude. Comme celle d'Anté, ses forces vives sont, nous dit-il, en étroite dépendance de ses contacts avec la terre-mère qu'il a portée. On ne rêve bien, au demeurant, chacun le sait, qu'au pays d'absolue intimité de notre enfance. Seule la maison natale est susceptible de se muer en demeure onirique. La Nouvelle-Angleterre, c'est cette province aux villes merveilleuses que Lovecraft a si souvent visitées et qu'il a chèrement aimées. Providence, Boston, Marblehead, Salem, Newport. Des villes où le passé affleure et se rencontre à chaque coin de rue, où toute demeure a une histoire. Des villes profondes, soulignées, enracinées dans la tradition homogène du puritanisme et la culture d'une seule race. Quelle différence avec New York, où la verticalité des gratte-ciel est tout extérieure. Au lieu de s'enraciner dans la terre, les demeures s'élancent vertigineusement vers le ciel. C'est un lieu dépourvu de gravité, d'identité, de lien avec le passé. Une ville à laquelle n'appartient vraiment aucun des multiples groupes ethniques qui la composent. Et puis la Nouvelle-Angleterre a son folklore, ses légendes propres qui appartiennent à la mémoire de la race, des histoires de sorcellerie, de cultes impies, de rites diaboliques, qui sont comme un lointain héritage d'ancêtres, le legs des anciens. Ces villes où Lovecraft aime tant flâner sont aussi des ports orientés vers l'ancien continent, vers le passé, des ports ouverts sur le grand large, sur l'immensité inconnue d'où tout peut surgir, souligné encore. La ligne bleue de l'horizon y figure ce fameux bord du monde, cher à Dunsany, au-delà duquel il est permis d'imaginer que se creusent les insondables et terrifiants abîmes du rêve. La Nouvelle-Angleterre, avec ses forêts profondes, ses merveilleux paysages, ses monts sauvages, sa côte déchiquetée, creusée de gouffres, est bien un lieu propice à l'aventure et au mystère. S'y promener, nous dit Lovecraft, c'est traverser le temps et l'espace, pénétrer dans un tableau accroché au mur, s'installer dans l'inadmissible. Nulle part ailleurs il n'est possible de sentir aussi fortement la présence de l'insolite, du sinistre, de l'impie, du macabre. C'est dans ce cadre prédestiné, sur cette terre d'élection, où l'équivoque et l'aléatoire président au rapport de l'homme avec la nature, que se déroule l'action de la très grande majorité des contes de Lovecraft. Un monde dont il convient de souligner avec insistance la réalité physique, topographique,
historique. Il n'y a de fantastique véritable. Le fait est notoire, que là où l'impossible fait irruption, à travers le temps et l'espace, dans une localité objectivement familière. Pourtant, il est une cité très chère au cœur de l'auteur qu'on chercherait en vain sur une carte, l'antique Arkham, hanté par les maléfices du passé, avec ses toits fléchis sous le poids des siècles, ses pignons et ses balustrades d'un autre âge, ses rues étroites et tortueuses. Il est un port où n'a jamais touché aucun vaisseau de nationalité connue, celui d'Innsmouth, un hameau perdu au nord du Massachusetts, qu'aucun voyageur ne pourrait aujourd'hui atteindre, Dunwich. Ces lieux imaginaires constituent, dans la topographie réelle de la Nouvelle-Angleterre, une zone d'ombre, une zone de mystère, une zone onirique soulignée, qui s'étend de proche en proche au reste du pays, contamine l'espace diurne des cartes et des plans et lui donne un aspect soudain différent. La familiarité des lieux s'estompe progressivement pour laisser place à l'étrange. Arkham, c'est à la fois Boston et Newport, Providence et Salem, Portsmouth et Marblehead. Un point dans l'espace mythique vers lequel convergent les rêves et où se superposent toutes les images accumulées au cours d'interminables randonnées. Arkham est au sens précis du terme une structure de condensation onirique autour de laquelle s'édifie et s'organise tout un univers d'indicibles merveilles et d'horreurs blasphématoires. Arkham et sa région sont, dans la topographie Lovecraftienne, la faille par où déferle l'insolite, le scandaleux, l'inquiétant, le morbide, l'immonde, au cœur du monde américain. À une distance dérisoire des grands centres industriels, des universités les plus réputées, des villes touristiques, en pleine civilisation du sourire, Lovecraft installe un espace abominable où s'exercent d'incroyables maléfices. Dans cet espace, les paysages si pittoresques de la Nouvelle-Angleterre se dégradent, se corrompent sous l'aspect de forces mystérieuses venues d'ailleurs. Après la chute d'un étrange météorite dans la couleur tombée du ciel, il ne reste plus trace sur des hectares de la moindre végétation. L'impact de l'insolite se manifeste par une flétrissure profonde. Sur le pourtour de cette zone, comme foudroyés, les arbres rabougris dépérissent. L'herbe devient grise, la pierre s'effrite. Ailleurs, comme si la nature était détraquée, les forêts deviennent soudain plus denses, plus obscures. La perspective elle-même est faussée. On croirait soudain se trouver dans un paysage dessiné sur une toile par ce maître du pittoresque que fut Salvator Rosa. La souillure gagne évidemment les architectures, composantes de choix de ces paysages dégradés. Les vieilles maisons de style colonial, si chères au cœur de Lovecraft, avec leurs pignons irréguliers, leurs charpentes bizarres, leurs fenêtres à meneaux, toutes ces résidences d'un autre âge qui l'incitaient à la méditation et au rêve, s'onirisent soudain pour devenir des lieux sinistres où se pratiquent des abominations sans nom. On n'en finirait pas d'énumérer toutes les demeures qui se dressent funestes, menaçantes à l'horizon des contes de Lovecraft, tantôt enracinées dans la terre par un inextricable réseau de boyaux souterrains où circulent de grouillantes horreurs, tantôt perchées au contraire sur une falaise perdue dans les brumes à des milliers de pieds au-dessus des flots, avec pour seule entrée possible une porte qui donne sur le vide. Parfois lézardées et malsaines comme celles de Poe, d'autres fois irréelles et lointaines comme celles de Dunsany. Elles sont le cadre d'immondes pratiques de répugnants festins où il n'est pas exclu que de l'homme figure au menu. Le lieu mauvais, hanté par de phosphorescentes, gélatineuses et vampiriques entités qui haineusement s'assimilent la graisse et l'âme des infortunés locataires. La maison est le lieu fantastique par excellence, dans la mesure où elle délimite et isole de façon particulièrement adéquate l'espace maléfique. Elle matérialise un seuil mythique qui rend possible la nécessaire transgression et justifie l'inévitable châtiment.
L'horreur qu'elle inspire est celle primordiale, qui monte en chaque individu des couches les plus archaïques de la mémoire de la race. La même irrépressible angoisse étreint tous les personnages, au moment où ils franchissent le porche interdit, saisissant confusément qu'ils accomplissent l'irrémédiable et s'engagent d'irréversible manière. Lieu de rencontre d'un en-deçà et de l'au-delà, toute demeure est quelque peu fatale. Il ne saurait rien arriver d'anormal au héros qu'à l'intérieur de ces murs tragiques qui enferment, contiennent et jusqu'à un certain point endiguent l'irrationnel. Entrer dans l'une de ces vieilles bâtisses de la Nouvelle-Angleterre, c'est accepter d'y découvrir des formes de vie inouïes, des êtres qui n'atteignent à leur plénitude de monstres que dans la mesure où leur claustration préserve et entretient leur essentielle différence. Voilà, c'était juste pour vous faire entendre l'énergie et la justesse sur les lieux de l'invention fantastique de ce livre qui s'appelle tout simplement Lovecraft, écrit par Maurice Lévy, mais inscription pas neutre dans la fabuleuse collection 10-18 de l'époque, 1972, et que St. Yoshi s'est approprié pour en proposer une version américaine, et qui a remis Lovecraft là où, pour nous maintenant, on ne peut pas se l'extraire de nous-mêmes. L'instant Lovecraft, c'était le 85. Je ne sais pas si on peut facilement trouver ce livre. Moi, celui-ci, c'est un truc de bibliothèque. À retourner, case blanche, personne n'a emprunté, personne n'avait pris. Ça fait un désherbage, donc je dû le trouver d'occasion. Il y a des endroits où il y a quelqu'un, un lecteur très sérieux, avait pris un chapitre sur les noms dans Lovecraft des monstres. Yog-Sothoth, Azathoth, Nyarlathotep, le chaos rampant. Et le lecteur originel, Cthulhu, Dagon, les avait soulignés, entourés. Moi, c'est pas ça que je cherche trop. À bientôt, lundi prochain, parce que là, on n'a rien d'autre à faire. On prend le rythme quotidien de la chaîne. Chaque jour, une thématique. À bientôt.